Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des règles et ma critique du jeu Kitara. Lorsque la compagnie Yellow m'a proposé de présenter le jeu, j'ai été séduit en premier temps par le côté artistique très bien réalisé de Miguel Coimbra. Mais lorsque j'ai su que c'était le designer Eric B. Vogel, j'ai tout de suite accepté parce que c'est un de mes concepteurs que j'ai particulièrement apprécié avec ce jeu-ci qui est Dresden File. C'est un puzzle game de cartes et cette fois-ci on arrive avec un jeu tout aussi casse-tête mais de contrôle de territoire. J'étais bien intrigué par la question et c'est ce qu'on va regarder à l'instant ensemble avec Kitara. C'est parti! Alors, bienvenue dans l'univers de Kitara, un royaume déchu africain mythique dans lequel on va incarner un peuple, une tribu, un royaume indépendant. On va essayer de composer une armée pour pouvoir aller reconquérir les terres du Kitara et devenir le nouveau souverain. Pour ça, on va devoir atteindre un certain nombre de points de prospérité. Celui qui aura le plus de points sera le nouveau souverain de Kitara. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus et 40 minutes par partie. Sachez que je me suis penché pour en faire une variante solo. Ça sera disponible, je vous explique ça à la fin de la vidéo. Donc, c'est un jeu du concepteur Eric B. Vogel que je vous ai présenté avec Dresden Files. C'est un bon puzzle game, encore là. Et vous allez voir que c'est très stratégique comme partie, presque un jeu d'échecs. Et Miguel Coimbra, au niveau de l'artistique, très bien réalisé, comme vous pouvez voir ici, avec la couverture. C'est un contrôle de territoire, gestion de main de cartes, dans lequel on va avoir un royaume. Ils sont tous identiques. Il n'y a pas d'asymétrie au niveau des royaumes. Donc, j'ai 4 couleurs ici. 4 peuples qui sont composés des mêmes armées. Donc, on a les guerriers qui sont en nombre identique pour tous les joueurs. On a les centaures qui, eux, vont marquer des points si on réussit à les positionner dans les ruines. Donc, les emplacements ici avec des forêts. Si on réussit à positionner nos centaures et à prendre possession de cet endroit-là, on va marquer des points. Et finalement, on a nos héros, qui sont nos fameuses grosses bêtes qu'on a ici sur nos plateaux. Lorsqu'on va faire des combats avec eux, on va pouvoir éventuellement piocher des jetons héroïques et marquer un certain nombre de points selon ce qu'on aura réussi à récolter. Donc plus on fera de combats et plus on aura de chances de faire des points élevés. C'est une particularité donc de nos héros. Sachez par contre que c'est un jeu de contrôle de territoire. Normalement, c'est le genre de jeu où ça devient compliqué plus la partie avance parce que c'est difficile de reprendre, de revenir dans la partie, puisque généralement il y a de l'élimination de personnages, donc l'élimination de forces qu'on aura mis de l'avant. C'est pas le cas dans celui-ci et c'est ce qui en fait peut-être son charme, sa particularité. Je vous explique ça à l'instant. On a un plateau de jeu. Ici, qui est pour 2 joueurs. Petit plateau, très pratique. J'aime beaucoup ça. Pour être capable de jouer à 2 joueurs sur une table de salon, c'est apprécié. On a des plateaux de joueurs ici selon le nombre de joueurs. Donc ici, j'ai un 3 joueurs. Et de l'autre côté, ici, j'ai un 4 joueurs. C'est donc plus d'emplacement puisqu'on va avoir plus de tribus. Mais ça reste essentiellement un gameplay similaire selon le nombre de joueurs. Ensuite, on va avoir un marché composé de cartes. Les cartes vont me permettre d'aller recruter des personnages, d'avancer sur la map, de faire du pointage. Donc, c'est différentes actions qu'on va faire. Et ça aussi, c'est très brillant comme mécanique de jeu. On a notre carte de départ, qui est la carte de l'âge 0, qui est ici, identique pour tous les joueurs. Et on a un paquet de cartes qui est composé d'âge de 1 à 5. Donc, on les place en ordre numérique, mais aléatoirement. Donc, on parle des âges 2, 3, 4 et 5. On fait des piles et on met ça ici. Autre belle attention au niveau du jeu, on a 2 paquets, donc un bleu et un rouge. C'est 2 façons de jouer un peu différentes, puisque dans celle-ci, on amène une composante supplémentaire qui est le blé. J'explique ça un peu plus tard, parce qu'on va avoir à gérer nos troupes, à les nourrir. Et ce jeu de cartes-ci, qui est un peu plus avancé, rouge, va nous permettre donc d'avoir cette action supplémentaire-là, donc de nourrir nos peuples. Alors, comment ça fonctionne? On a une carte de départ qui est identique pour tous les joueurs. On va avoir sur notre carte des informations qui sont communes. Donc, la première rangée va toujours être le nombre de cartes qu'on va pouvoir piocher. Donc, ce n'est pas le nombre de cartes, mais plutôt l'emplacement des cartes. Donc, ici, j'ai 2. Ce qui me permettra, lors de mon tour, de piocher dans le marché ici, une des 2 premières cartes qui est ici. Plus je vais avoir de cartes avec des possibilités de cartes,
Donc, si j'en ai d'autres à côté qui s'additionnent, 3, 4, 5, je vais aller pouvoir piocher plus loin dans le marché. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai le recrutement de mes troupes. Donc, dans le cas ici, on a 3 guerriers. Ce pourquoi on commence chacun avec 3 guerriers. On a nos cartes ici. Et on a l'emplacement avec la petite maison qui détermine notre point de départ. La carte est vraiment très symétrique, donc on n'a pas d'avantage de commencer d'un côté ou de l'autre. C'est la même chose avec toutes les maps. Donc le jeu est fait très balancé pour que ça ne soit pas du hasard. C'est vraiment de la stratégie qui s'installe à ce niveau-là. Ensuite, on a ici les flèches qui vont être les marqueurs de mouvement. On va pouvoir se déplacer. Et on viendra avec d'autres informations un peu plus tard, comme ici. C'est un point de marquage. Donc, ça représente notre fameux jeton ici de marquage de points de prospérité. On va pouvoir marquer des points en ayant des cartes de cette façon-ci. Et également en faisant différentes autres actions lors de notre tour pour marquer des points. On peut donc commencer avec le premier joueur. On a un jeton premier joueur ici qui va être choisi aléatoirement. Donc, le joueur bleu ici va commencer. On a nos positionnements selon notre carte de départ, donc nos 3 personnages qui sont ici. Et à ce moment-là, ici, je peux piocher 2 cartes. On a le marché qui est ici. On a toutes des cartes de niveau 1. Donc, je peux piocher une des 2 premières cartes qui sont ici, puisque j'ai seulement 2 cartes de visibles. Alors, à ce moment-là, je pourrais prendre celle-ci qui va me permettre d'aller recruter un guerrier et de faire un mouvement supplémentaire, ou celle-ci qui va me permettre le tour suivant d'aller chercher une des 3 premières cartes, puisque ici, j'en ai 2, j'en ajouterai une 3e, et d'aller chercher un centaure. Centaure va me permettre éventuellement de faire des points si je réussis à le positionner dans une ruine. Donc, je vais aller choisir cette carte-ci, que je vais mettre dans mon royaume. Donc, je vais me composer une série de cartes de royaume qui va être déterminée selon mon positionnement d'armée. On y reviendra à la fin de cette manche-ci lorsque je ferai l'action gérer. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement glisser les cartes et révéler une nouvelle carte. On voit ici une carte de l'âge 2 qui apparaît. La partie se termine lorsque les cartes d'âge 5 apparaissent. On fait un dernier tour de piste et ça met fin à la partie. À ce moment-là, on va faire le décompte des points qui va s'additionner tout au long de la partie. Ça aussi, c'est intéressant parce que ce n'est pas un pointage de fin de partie nécessairement, c'est surtout un pointage à chaque tour de jeu qui compte. Chaque tour de jeu, tout le monde va faire toutes ses actions. Ce n'est pas une alternance entre les 2 joueurs. Je fais toutes mes actions et je passe au prochain. Donc, ici, j'ai fait ma sélection qui est mon action numéro 1 qui s'appelle piocher. Mon action numéro 2 est recruter et je recrute seulement les jetons, les personnages qui apparaissent sur la carte que je viens de mettre. Dans ce cas-ci, c'est un centaure, donc je prends mon centaure et je dois le mettre dans un emplacement que j'ai déjà des personnages. Donc dans le cas présent, je n'ai pas le choix de le mettre ici. Je vais maintenant à l'autre qui est se déplacer. On a un petit marqueur qui est ici, qui nous permet donc de compter nos points de déplacement et ça s'additionne sur toutes les cartes. Je peux déplacer le nombre de troupes que je veux selon ici. Donc, je pourrais éventuellement faire un déplacement par ici et un déplacement par là. Je vais plutôt prendre ça ici. Je vais envoyer un déplacement ici. Et je vais envoyer un deuxième déplacement ici. Donc, j'ai fait 1 et 2. J'ai fait mes 2 déplacements et j'occupe maintenant 3 territoires. On passe maintenant à l'autre action. Tous les résumés sont très bien illustrés ici. On part à la phase scorée. Donc, pointage, décompte des points. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde si j'ai des points qui apparaissent sur mes cartes, comme ici. J'en ai pas, donc je ne fais pas de marquage de points à ce niveau-ci. Par contre, on a ici différentes façons de marquer des points et on voit que dans les centaures, s'ils sont dans un emplacement avec des ruines, ce qui est mon cas présentement, je vais marquer 2 points. Alors, je vais avancer ici mon jeton sur 2. J'ai déjà 2 points de fait. Je n'ai pas fait d'affrontement avec mon héros. Je n'ai pas pioché de tuiles ici pour faire des points de victoire à ce niveau-ci. Et donc, ça complète mon tour. Je passe maintenant à la phase gérer. Gérer, ce que je dois faire, c'est je dois regarder le nombre de guerriers que j'ai dans les savanes, donc les espaces en jaune, et ça va représenter le nombre de cartes que j'ai le droit de garder en main. C'est eux qui vont nourrir mon peuple. J'ai 2 guerriers dans 2 savanes, ce qui me permet de garder 2 cartes. J'ai 2 cartes en main, je suis donc correct. Je n'ai pas besoin de défausser de cartes. Si je suis obligé de défausser de carte, mais je vais enlever la carte que je veux de mon royaume. Je vais la mettre dans une défausse et je vais également enlever les personnages qui sont sur la carte que je vais enlever. Donc, si j'enlève cette carte-ci qui a un centaure, à ce moment-là, je vais être obligé d'enlever un de mes centaures sur la carte. Je ne peux pas avoir plus d'armées que j'ai de possibilités de les nourrir. C'est pourquoi c'est intéressant d'avoir ces cartes-ci les cartes rouges, ce qui vont me permettre d'avoir des nourritures supplémentaires. Je n'aurai pas besoin d'occuper des points de savane pour nourrir. Cette carte-ci va permettre de nourrir un peuple automatiquement. Alors, ça additionne une nouvelle dimension au jeu. J'ai complété donc mon tour. C'est aussi vite que ça.
je passe maintenant au deuxième joueur qui va faire ses propres actions. Donc il fait la même chose, il y a 2 cartes, il peut choisir une des 2 cartes. À ce moment-là, il pourrait y aller ici en allant chercher celle-ci. On va glisser, on va aller chercher ça ici. Il y a maintenant un supplémentaire au niveau des guerriers, il est resté dans le guerrier, et lui il a 3 points de déplacement, donc il pourrait faire 1, je vais envoyer 2 ici, 2 et 3. Donc, je me suis déplacé 1, 2 et 3 fois. Et ça m'a permis d'occuper maintenant 4 savanes, ce qui me permettra d'avoir 4 cartes dans mon royaume. Alors, c'est complet pour lui. On va donc finir mon tour, dépendamment du nombre de joueurs. À ce moment-là, on passe le jeton premier joueur à l'autre personne. Et c'est lui maintenant qui commence. Donc, encore une fois, il va faire les actions sur sa carte et il va toutes les faire avant de passer à l'autre joueur. Particularité d'une partie à 2 joueurs, dès qu'on a fini un tour de jeu, on va défausser la dernière carte, on va déplacer ça et on va additionner une autre carte pour avoir toujours 6 cartes dans le marché. C'est pour faire rouler le deck plus rapidement. C'est la seule particularité d'une partie à 2 joueurs, c'est de défausser à la fin d'une manche une carte pour pouvoir accélérer donc l'arrivée des cartes des âges supplémentaires. On passe donc à l'autre joueur, et là, à ce moment-là, ici, il y a 2 cartes, donc il peut choisir entre ces 2 premières cartes-là. Il pourrait dire, je vais y aller ici pour aller me chercher un point supplémentaire à l'autre tour. J'ai pas mis de guerrier supplémentaire, donc j'ai pas de mouvement ici à faire. Il me reste quand même mes 3 mouvements. Je pourrais déplacer mes armées. J'ai pas vraiment d'intention de le faire ici, puisque j'ai pas de points de savane à les prendre et j'ai pas de guerrier supplémentaire. Je pourrais dire, je ne vais pas faire mes mouvements. Je vais aller récupérer un point de victoire qui est ici parce que j'en ai un sur ma carte et lui il va être là à chaque ronde. Donc c'est important d'aller les chercher. Et ensuite je vais à gérer. J'ai 3 cartes, j'occupe 4 places. Ça complète donc mon tour. On peut tasser ça, mettre une autre carte et c'est au tour de l'autre joueur d'y aller. Lui il a le choix entre les 3 premières cartes. Donc je peux aller chercher jusqu'à celle-ci. C'est intéressant puisqu'on voit ici que plus les cartes avancent en âge et plus ils sont fortes généralement. Donc, je pourrais ici aller me chercher un autre centaure, ce qui est intéressant. Donc, je vais aller tasser ça ici. Et à ce moment-là, donc j'ai un autre centaure qui apparaît. Je pourrais décider d'aller le mettre ici, puisque je peux le mettre sur n'importe quelle case qui m'appartient. J'ai toujours 2 points de mouvement, donc je pourrais le déplacer de 1 et de 2. On voit ici que maintenant j'occupe 3 espaces. J'ai le droit de garder 3 cartes, donc ça complète ma main. Et comme j'occupe 2 ruines, je vais marquer 1, 2, 3, 4 points. Et un 5e point parce que j'ai ça ici. Donc, ça va très très vite. J'ai couvert à peu près l'ensemble des caractéristiques du jeu de base. Ce qui reste à regarder, c'est les confrontations. Lorsque je vais aller chercher des recrutements qui vont aller me permettre d'aller chercher, exemple, ici, un guerrier. À ce moment-ci, je vais aller l'installer à un emplacement avec déjà une de mes troupes. Et lors de mes points de mouvement, je pourrais dire, je vais quitter cet emplacement-ci et je vais aller dans l'autre emplacement qui est occupé par un de mes ennemis. C'est toujours une supériorité qu'on vise. Donc, je dois avoir plus de troupes pour attaquer que pour la section qui se défend. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de brassement de dés, ça se fait automatiquement. 2 contre 1, 2 à gagner. 1, qu'est-ce qu'il fait? Il ne disparaît pas, il va battre en retraite. Je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer ici, et c'est là que va se jouer la partie, puisque je vais toujours pouvoir éventuellement recontra-attaquer. Mais là, on voit qu'ici, c'est 2 contre 2. À ce moment-là, je ne pourrais pas. Il va falloir que je recrute d'autres personnages, renforcer ce coin-là, l'envoyer. Et ça va me permettre de faire ici une espèce de bras de fer ludique entre mes 2 armées. Ça, c'est intéressant. J'ai réussi à faire une attaque fructifiante avec un héros. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais piocher un jeton que je vais mettre ici. Donc, c'est 2 points de victoire que je pourrais garder. Si durant mon tour, je peux faire plusieurs attaques, donc j'ai un autre point de mouvement, je pourrais dire je vais aller attaquer ici, je fais le même processus, donc lui il va être obligé de se déplacer, il pourrait se déplacer jusqu'ici pour avoir une attaque plus forte au prochain tour. J'ai réussi une autre attaque, à ce moment-là je vais piocher une autre tuile et aller chercher donc d'autres points, dans le cas présent c'est 5 points. Ça varie de 2 à 5, donc on a les extrémités ici. Ce n'est pas des points que je vais tous accumuler, parce qu'à la fin de mon tour, lorsque je vais tomber à l'action gérer, je vais devoir donc regarder le nombre de royaumes que j'occupe, gérer mon nombre de cartes, compter selon mes ruines avec mes centaures. Également, mes points de victoire qui sont ici, je vais regarder tous ceux que j'ai. Je vais sélectionner la plus haute de ceux que j'ai. Je vais la
mettre en réserve. Donc ça, c'est des points de victoire pour ma fin de partie. Et tous les autres jetons que j'aurai pris ce tour-ci vont retourner dans le sac. Donc, on a une espèce de back building puisque les gros jetons vont sortir puis on va se ramasser des plus faibles pour la fin. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut passer donc à la phase finale. Donc tout au long de la partie, on va marquer des points, soit par les cartes, soit par l'occupation des ruines par nos centaures, soit par les attaques avec nos héros. C'est comme ça qu'à chaque tour, on va jouer. Ça se joue rapidement, 7-9 tours. Et lorsqu'on arrive donc à la fin de la partie, en plus de ça, on va devoir marquer des points selon nos cartes. Donc chaque carte va nous donner 2 points. Sachant qu'on ne peut pas avoir plus de cartes que d'espaces de savane qu'on contrôle. Donc, on va avoir un nombre de cartes limité et éventuellement, on aura une gestion de main de cartes. Ça va devenir un peu déchirant. On va devoir défausser des cartes pour pouvoir garder ceux qu'on veut, mais ça risque de faire en sorte qu'on va être obligé de défausser des armées. Donc, nos armées vont bouger un peu et c'est ce qui en fait la beauté du jeu, puisque on ne perd pas d'armées. Ils vont rester sur le plateau, ça va vite charger. Peu importe le nombre de joueurs, on va voir que ça s'installe rapidement. Donc 2 points par carte pour finir la partie, on fait le décompte des points et celui qui remporte sera celui qui aura plus de prospérité et qui pourra régner sur le royaume de Kitara. Ça complète ma présentation des règles du jeu. Si on regarde au niveau du matériel, donc au niveau des règles du jeu, c'est très simple, très bien illustré. On a ici un petit livre très très succinct. C'est 7 pages et c'est quand même donc bien illustré, les confrontations, les retraites, les déplacements, les recrutements piochés. Donc au niveau du matériel, c'est quand même intéressant. 3 types de plateaux différents, 4 peuples, 2 decks de cartes différentes, surtout avec l'addition d'une composante de blé supplémentaire. Ça, je trouve ça intéressant. Au niveau de la thématique, bon, c'est un contrôle de territoire. La thématique africaine est intéressante. On n'a pas mis beaucoup de l'accent sur ça. C'est vraiment les composantes des cartes, de la gestion des cartes et la gestion des armées qui en fait sa beauté. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus axé sur les mécaniques de jeu que sur l'aspect thématique. Ça colle bien ensemble, mais c'est vraiment son originalité vient de la composition des cartes ici avec la gestion qui fait en sorte qu'on va additionner un nombre d'actions. Ça, c'est original. Et le fait qu'il n'y a pas d'élimination de personnages et que les armées vont juste se pousser une l'autre. C'est vraiment un bras de fer ludique, comme je vous ai dit. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça fait une belle rejouabilité avec les 2 decks et je pense que c'est un jeu qui va être très stratégique, qui va probablement durer dans le temps. C'est un jeu peut-être qui risque d'être longtemps présent dans l'univers ludique qu'on connaît avec beaucoup de nouveautés qui arrivent et qui repartent rapidement. Celui-ci risque de rester par son aspect stratégique qui en fait vraiment presque un jeu d'échecs intéressant. Alors c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Déroulement de la partie, c'est très rapide. On parle de 40 minutes. Ça se joue dans ces eaux-là. Peut-être à 2 joueurs, c'est peut-être plus rapide. 4 joueurs, c'est un peu plus long, mais entre 20 et 40 minutes, c'est assez respecté. Pas de texte en français grâce à Yellow, mais on a seulement des cartes de référence de nos peuples avec les différentes façons ici de marquer des points, le résumé de notre tour de jeu. Sinon, le reste, c'est tout de l'iconographie, donc c'est super bien fait. C'est un pointage aussi qui est intéressant parce qu'on va marquer à chacun des tours. On n'attend pas un pointage de fin de partie. Et comme toutes les cartes sont sur la table, on peut vraiment voir ce que l'autre adversaire va vouloir faire lors de son tour. On peut quand même planifier vers où il s'en va. Ça va dépendre de la carte qu'il va recruter, mais c'est sûr qu'on a une bonne idée de la façon que ça va se dérouler. Puis on va accepter de perdre du terrain puisqu'on sait qu'on va pouvoir éventuellement aller le récupérer. Et ça, c'est assez intéressant. Et des fois, on va changer de stratégie, on va partir par un autre côté. Il ne nous verra pas arriver. Donc ça nous permet d'aller marquer des points précieux. Surtout en allant chercher avec nos centaures les fameuses ruines. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, on se bat dans une map qui est assez restreinte, même à 4. Alors, ça reste donc un gameplay avec beaucoup d'interaction entre les joueurs. Une belle réussite à ce niveau-là. Alors, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Il manquait juste la variante solo. Et j'en ai fait une variante. Alors, je vous réserve ça pour ma prochaine vidéo. Donc, restez à l'écoute. Je vous présente ma façon que j'utilise pour la jouer en solo. Et ça fonctionne bien. Donc, c'est avec le petit plateau 2 joueurs. Donc, j'attends de lire vos commentaires, savoir si c'est un jeu qui vous intéresse. Pouce en l'air si vous l'appréciez. Je vous réponds dans les meilleurs délais, puis je vous reviens très prochainement avec ma variante solo de Kitara. Salut tout le monde, à la prochaine.